Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument passionnant. On va explorer ensemble cette zone de collision un peu folle entre des disciplines physiques poussées à l'extrême et des pratiques spirituelles ultra profondes. Le but de tout ça, comprendre comment on peut espérer maîtriser l'ego humain. Et pour illustrer ça, on va s'appuyer sur le parcours totalement atypique de Raghunath Kapot, un gars qui a littéralement vécu plusieurs vies en une seule. Alors, pour bien démarrer, on va mettre les pieds dans le plat avec une prise de conscience assez brutale. Imaginez un peu, un ancien chanteur de punk rock qui a connu un énorme succès réalise soudainement la vacuité totale de la réussite matérielle. Il lance cette phrase: aucun succès matériel ne pourra jamais combler ce vide immense dans mon cœur. Ouch, c'est une vraie claque. Il nous explique qu'en fait, ni l'argent ni la gloire ne peuvent remplir ce qu'il appelle très justement un vide à la taille de Dieu. Pour ne pas se perdre en route, on a structuré notre exploration autour de 5 grandes étapes. Le but, c'est de comprendre comment des univers qui n'ont, à première vue, absolument rien en commun, sont en réalité intimement liés. On parlera d'abord de l'illusion du succès, puis de la discipline physique, avant d'aborder le dépouillement monastique, la reconnexion à la nature, et on finira avec la maîtrise de l'ego par la performance. Allez, c'est parti avec notre première étape, l'illusion du succès et cette fameuse confrontation avec notre vide intérieur. C'est là que l'histoire personnelle de Raghunath devient carrément hallucinante. On parle d'un grand écart total. On passe de l'agitation furieuse de la scène punk hardcore de New York dans les années 80 à la tranquillité absolue, presque effrayante, d'un monastère en Inde. Et pour finir, il devient instructeur de pleine conscience pour des combattants professionnels de Jiu-Jitsu. C'est quand même pas banal comme reconversion. Et il y a une anecdote incroyable qui illustre ce besoin de détachement radical. Le gars est au sommet de sa gloire dans le milieu punk et il se rend compte que sa précieuse collection de disques rares, ça ne fait que nourrir son ego. Ça ne lui apporte aucune joie profonde. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? En plein concert, il jette cette collection d'une valeur inestimable directement dans la foule. Juste comme ça, bam! Le but, c'était de briser l'illusion que posséder des choses rend heureux. Et la grande leçon ici, c'est de réaliser que la cupidité ou la jalousie, ça existe même quand on n'a pas un sou en poche. C'est l'ego qui crée cette sensation de manque et c'est exactement ça qui pousse à chercher un sens plus profond à sa vie. Ce qui nous amène à une transition assez inattendue. Passons à notre deuxième point, la discipline dans la sphère physique, avec l'exemple frappant du Jiu-Jitsu. Honnêtement, si on y réfléchit 2 secondes, quel est le rapport entre se faire étrangler sur un tatami et méditer en silence dans un ashram? Eh bien, étonnamment, les deux se ressemblent énormément. D'un côté, on a le Jiu-Jitsu, un conflit physique ultra violent qui demande un effort monumental, mais qui, paradoxalement, crée une confiance et une camaraderie indestructibles. De l'autre côté, l'ashram de yoga, un silence total, zéro combat physique, mais où on doit affronter ses propres démons psychologiques. Au final, les destinations est la même, briser nos défenses artificielles pour révéler qui on est vraiment, à l'état brut. Pour bien comprendre cette idée de griser les barrières, il faut revenir sur un moment littéralement historique dans le monde du grappling. On a Eddie Bravo, un pratiquant à l'époque pas très connu, avec un style super bizarre, qui réussit l'impensable. Il fait taper Royler Gracie, le champion du monde incontesté. À cet instant précis, c'est comme si le temps s'était arrêté. Un silence de mort a envahi l'arène tout entière. Il y a des moments dans la vie où on réalise que certaines choses sont possibles. Cette phrase résume tout. Ce moment dans les arts martiaux, c'est la preuve vivante qu'on peut complètement faire exploser un paradigme. Et devinez quoi? Ce qu'on peut faire sur un tatami, on peut le faire dans notre propre esprit. C'est la preuve que lorsqu'on sort de nos vieux schémas de pensée, l'impossible devient soudainement une option. Et c'est cette volonté de détruire ses propres schémas qui nous pousse vers notre troisième étape, abandonner l'ego pour embrasser la rudesse de la vie monastique. Mais attention, le vrai grand méchant de l'histoire ici, c'est ce qu'on appelle Maya. C'est un concept spirituel central. C'est l'illusion pure et dure. Plus précisément, c'est cette croyance fausse, mais tellement ancrée en nous, que l'on est le centre absolu de l'univers. On a tous tendance à penser ça, non? Eh bien, surmonter cette énorme tromperie, c'est un travail qui prend toute une vie. Alors, à quoi ça ressemble concrètement au quotidien de combattre Maya? Quitter New York pour l'Inde rurale en 1988, ça voulait dire adieu le chauffage l'hiver, fini la clim l'été, les douches, soit glaciales, soit brûlantes. C'est se lever à 3 heures du matin tous les jours de sa vie pour une routine super stricte et rayer de la carte le moindre petit divertissement moderne. Quand on enlève absolument tout le confort externe, on se retrouve face à un mur, seul avec son cerveau. Et là, on a 2 choix. Soit on devient fou d'ennui, soit on trouve une véritable connexion spirituelle. Il faut réapprendre, à zéro, à ressentir de la joie sans dépendre d'un écran ou d'un canapé confortable. Et ça va jusque dans l'assiette. Il y a cette approche védique fascinante qu'on appelle le prashad.
L'idée, c'est que la santé, ça ne se limite pas à compter ses protéines ou ses glucides, pas du tout. C'est l'énergie elle-même, l'intention et l'amour que le cuisinier a mis dans la préparation qui vient nourrir notre corps. Manger devient alors un acte de gratitude profonde, très très loin de la consommation de masse qu'on connaît. Ce qui nous amène naturellement à notre 4e point, l'importance cruciale de sortir du béton et de se reconnecter à la nature pour garder les pieds sur terre. C'est quand même fou quand on y pense, à quel point notre société moderne s'est complètement déconnectée de la réalité brute du monde naturel. On ne sait même plus comment notre nourriture pousse. Et si on pense que se balader dans Central Park, c'est être dans la vraie nature, c'est un peu se mentir à soi-même. Ce détachement nous donne une importance totalement surdimensionnée. On a un besoin psychologique vital d'être remis à notre place, d'être rendu humble par des paysages immenses et sauvages. Sinon, on perd carrément le contact avec la réalité. Le vrai défi, c'est de comprendre comment ce contact avec l'immensité parvient à court-circuiter notre ego. Que l'on croise soudainement le regard d'un cerf sauvage en plein milieu des montagnes du Montana, ou qu'on lève la tête pour fixer la Voie lactée depuis un observatoire géant, le résultat est identique. C'est une recalibration instantanée. Une remise à zéro du système. On fait partie de l'infini. Je suis minuscule, je croyais être grand. C'est une vraie claque d'humilité. Et de façon assez ironique, c'est précisément ce sentiment de vulnérabilité totale, cette réalisation qu'on n'est qu'un grain de poussière dans l'univers qui nous permet de nous sentir enfin et sincèrement connectés aux autres. On arrive à notre 5e et dernière étape. Maintenant qu'on a vu tout ça, comment l'appliquer dans la vraie vie? Et surtout, comment maîtriser son ego quand on est sous le feu des projecteurs? Parce que oui, performer devant un public, c'est un piège absolu. Si on utilise ses talents juste pour flatter son propre ego, on se dirige droit vers un mur d'insécurité. C'est pour ça qu'il y a autant de syndrome de l'imposteur chez les gens très talentueux. Et quand on redescend de scène et que les applaudissements s'arrêtent, c'est le vide intersidéral, la grosse dépression. Le remède mental à ça, c'est d'apprendre à dévier la lumière. Quand on reçoit des louanges, il faut les attribuer directement à nos mentors, à ceux qui nous ont appris ce qu'on sait. Du coup, la question inévitable qui se pose pour tous ceux qui créent, qui parlent ou qui concourent en public, comment on fait pour tout donner, pour performer à 100% sans que ce satané ego ne reprenne le contrôle? La solution nous vient d'un texte ancien, la Bhagavad Gita. Le truc, c'est qu'il ne faut pas essayer de tuer ses ambitions ou ses désirs, c'est peine perdue. Il faut les rediriger. Il faut voir son art ou son travail, non pas comme un moyen de gonfler son compte en banque spirituel, mais comme un service rendu aux autres. L'approche est limpide. On va au front, on fait le boulot avec une intensité maximale, mais on se détache complètement de la gloire qui pourrait en découler. Il y a cette phrase incroyable à retenir. Quand on est sur scène, il ne faut pas le faire pour être Dieu, mais pour servir Dieu. En se disant qu'on n'est pas le centre de l'attention, mais juste un simple canal pour apporter quelque chose de plus grand, tout se transforme. La peur de l'échec disparaît, l'anxiété s'évapore et l'ego laisse la place à une connexion super authentique avec ceux qui nous écoutent. C'est là que l'art prend tout son sens. On va terminer ce décryptage avec une petite expérience de pensée qui retourne bien le cerveau. Si les règles de l'univers nous obligeaient à revivre exactement notre vie actuelle, avec absolument chaque choix et chaque action en boucle pour l'éternité, est-ce qu'on serait terrifié ou est-ce qu'on ressentirait une immense paix? C'est une question qui remet les pendules à l'heure, non? Ça nous force vraiment à examiner la trajectoire qu'on a prise aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour cette analyse passionnante, une vraie leçon de vie à garder dans un coin de sa tête pour la suite de notre propre chemin. À très vite!